Il faut s'imaginer la scène 2 secondes. On est dans un cabinet médical, l'environnement est super clinique, la lumière est un peu crue au plafond, et on a froid. Ouais, avec ce fameux petit papier d'examen qui fait du bruit dès qu'on bouge. Exactement, le papier qui craque. On est allongé sur une table, en sous-vêtements, peut-être parce qu'on a une douleur chronique à l'épaule, ou le dos complètement bloqué. Une position de vulnérabilité totale en fait. Mais carrément. Et là, un professionnel de santé, quelqu'un qu'on connaît à peine au final, s'approche et pose ses mains nues sur notre peau. À ce moment très précis, dans ce silence qui est lourd d'enjeux, qui décide vraiment de ce qui va se passer? Qui a le contrôle? Instinctivement, on a tout de suite envie de répondre que c'est la personne sur la table, évidemment. C'est son corps, ce sont ses règles. Ouais, c'est ce qu'on aimerait tous croire. Mais la réalité du terrain, selon une étude qualitative française absolument fascinante, publiée en 2026 dans Kinésithérapie la revue, c'est loin, mais alors très loin d'être aussi évident. C'est même beaucoup plus complexe et nuancé qu'on ne l'imagine. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va se concentrer sur une population bien précise, les kinésithérapeutes. C'est une profession qui implique, par sa nature même, de la répétition, un contact physique direct et souvent une très grande intimité corporelle. Et c'est un terrain d'observation qui est juste parfait pour étudier les dynamiques de pouvoir en médecine. L'étude dont on parle aujourd'hui, elle repose sur des entretiens approfondis avec 11 kinés au profil très varié. Oui, des libéraux, des salariés, des spécialistes du sport, et même de la rééducation périnéale. La mission de notre exploration, c'est de sensibiliser, et de manière très pragmatique, à cette notion de consentement dans le soin. Parce que, spoiler alerte, ce n'est pas du tout une simple signature sur un bout de papier à l'accueil. Non, c'est une mécanique complexe, invisible, qui se joue à chaque seconde de la consultation. Bon, décortiquons tout ça. Pour comprendre comment ces professionnels perçoivent le consentement dans la vraie vie avec de vrais patients, il faut d'abord poser le cadre de départ. En France, la référence absolue, c'est la loi Kouchner de 2002. Oui, et il faut vraiment se rappeler d'où on vient pour mesurer l'importance de cette loi. Avant 2002, la médecine baignait encore largement dans un modèle très paternaliste. Le fameux c'est moi le docteur, je sais ce qui est bon pour vous ». Exactement. En gros, le soignant était celui qui savait, et le patient, c'était celui qui obéissait. Le médecin disait « c'est pour votre bien » et le débat s'arrêtait là. La loi Kouchner, ça a été une révolution philosophique et juridique. Elle a posé comme principe intangible qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Le droit à l'information et le droit de refuser un traitement sont devenus centraux. Sur le papier, c'est magnifique, c'est super limpide. C'est presque binaire en fait, c'est oui ou c'est non. Voilà, si on parle d'une grosse opération chirurgicale sous anesthésie générale, on comprend très bien comment ça marche. On discute avec le chirurgien, on signe le formulaire, on est endormi et c'est réglé. Sauf qu'en kiné, ce modèle de la case à cocher, il se heurte violemment à la réalité clinique. Tout à fait. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'étude révèle comment ce cadre légal, qui a l'air super strict comme ça, se dissout complètement dans les zones grises du quotidien. En kinésithérapie, le soin s'étale sur des semaines, voire des mois. Avec des séances hyper régulières, genre 2 ou 3 fois par semaine. C'est ça. La proximité corporelle est intense, l'état du patient évolue aussi. Un jour, il a super mal, le lendemain, beaucoup moins. Son niveau de tolérance change. Donc on ne peut absolument pas se baser sur un accord donné le tout premier jour. On imagine souvent le consentement comme l'achat d'un billet d'avion définitif. Mais en kiné, vu la durée, c'est plutôt comme un abonnement sans engagement qui doit se renouveler, se renégocier et se revalider à chaque nouvelle séance, voire à chaque manipulation. C'est une super analogie. L'abonnement doit rester actif et consenti en permanence. Et l'étude montre que face à cette complexité, les kinés développent des stratégies très différentes. Les chercheurs n'ont pas trouvé une seule définition du consentement sur le terrain. Ils ont trouvé quoi alors, Evelyne? Ils ont trouvé 5 grandes représentations qui cohabitent, et parfois même, ces différentes visions du consentement coexistent dans la tête d'un seul et même praticien, selon le patient qu'il a en face ou l'urgence du moment. C'est quand même vertigineux de se dire qu'un même professionnel peut changer sa définition du libre arbitre de son patient selon le contexte. Plongeons d'abord dans ce que l'étude identifie comme les pratiques vertueuses, parce qu'il y a des approches extrêmement pragmatiques où le consentement est utilisé de façon ultra positive. Oui. Il y a d'abord cette première vision très pure, la première représentation, où le consentement est considéré comme une fin en soi. C'est-à-dire, L'éthique avant tout. exactement, l'éthique pure domine.
Le praticien considère que le corps appartient au patient de manière inconditionnelle. Le soin n'est plus un truc qu'on fait subir au patient pour le guérir, mais un vrai partenariat. Un travail d'équipe, quoi. Voilà. Un participant de l'étude insiste d'ailleurs là-dessus. Il dit qu'il rappelle sans cesse à ses patients qu'ils ont le droit total de dire stop, de refuser une technique ou même de ne pas répondre à une question s'ils la trouvent trop gênante. C'est une démarche d'horizontalité complète. J'adore cette approche. Et cette vision éthique nous amène naturellement vers la deuxième représentation, une approche encore plus pragmatique. Là, le consentement n'est plus seulement une question de morale, ça devient un véritable outil thérapeutique. Et c'est là qu'on observe les meilleures stratégies cliniques. L'étude donne un exemple marquant avec la rééducation périnéale. C'est un domaine d'une intimité extrême, souvent très chargé en anxiété pour les patients. On l'imagine très bien, ouais. Un praticien interrogé explique que dès la première séance, qui est souvent juste un échange verbal en fait, il prévient la patiente que le rendez-vous suivant impliquera un toucher vaginal. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il n'attend pas que la patiente soit déshabillée sur la table à la deuxième séance pour lui annoncer la couleur. Il crée une fenêtre d'anticipation. Absolument. Le mécanisme psychologique derrière, il est d'une efficacité redoutable. En prévenant à l'avance, on élimine totalement l'effet de surprise. Le cerveau n'a pas besoin de se mettre en état d'alerte, du coup. C'est exactement ça. L'anticipation construit un climat de confiance massif. Le praticien ne demande pas la permission juste pour être poli ou respecter la loi. Il l'utilise activement pour faire baisser les barrières de stress, ce qui, d'un point de vue physiologique, va rendre le soin beaucoup plus efficace. La zone sera moins tendue. Je comprends tout à fait la logique clinique et c'est brillant. Mais ça me fait aussi beaucoup réfléchir. Si on utilise le consentement comme une technique, genre un levier psychologique pour s'assurer que le patient adhère bien au traitement, est-ce qu'on risque pas de diluer sa valeur éthique? Est-ce que ça devient juste une ruse de soignant? C'est une excellente question. Et la ligne de crête est très fine. Les chercheurs soulignent bien cette tension. Quand un soignant dit vouloir, je cite, mettre le patient dans l'engrenage de la guérison, l'intention est super noble. Mais la dynamique, elle flirte un peu avec l'influence. Ouais, on le pousse gentiment dans la direction qu'on a choisie pour lui. C'est ça. Mais ce qui sauve cette pratique de la manipulation, c'est l'endroit où réside le pouvoir final. Le pouvoir de veto, en quelque sorte. Oui. Le praticien en rééducation périnéale le dit très clairement dans l'étude. C'est eux qui décident tout, en fait. La clé, c'est que l'option de dire non doit rester réelle, accessible et surtout sans aucune conséquence punitive sur la relation de soins. Donc si le patient refuse et que le kiné lève les yeux au ciel ou le culpabilise, le consentement c'était juste une illusion, une ruse de com'? Exactement. Mais si le refus est accueilli avec bienveillance et que le plan de traitement est adapté, alors là, c'est un véritable outil clinique respectueux. D'accord. L'intention derrière et l'acceptation sincère du refus font toute la différence. Ça, c'était les aspects lumineux de l'étude. Mais que se passe-t-il quand l'objectif principal du professionnel, c'est plus le confort psychologique du patient, mais sa propre survie dans un système médical hyper tendu? Et là, l'ambiance change complètement. On entre dans la troisième représentation, le bouclier juridique. Si l'on relie ça au contexte global, c'est le symptôme frappant de ce qu'on appelle la médecine défensive. La peur de la plainte, en gros. Ouais. Les professionnels évoluent dans une société extrêmement judiciarisée. La peur du procès, la peur du Conseil de l'ordre, c'est omniprésent. Dans cette représentation, la loi Kouchner n'est plus du tout perçue comme un outil pour émanciper le patient. C'est juste devenu une contrainte administrative lourde. Certains kinés de l'étude l'avouent de manière presque crue d'ailleurs. Il y a ce praticien qui dit texto que demander le consentement et tout noter dans le dossier, ça lui, je cite, évite des emmerdes. Et c'est un glissement tragique, tu vois. Le praticien confesse que sa propre peur déplace son attention. Au lieu d'être mentalement focalisé sur la personne devant lui, sur comment soulager sa douleur, il se concentre sur comment il a formulé sa phrase pour être inattaquable juridiquement. Mais c'est un paradoxe complètement absurde. La loi de 2002 a été créée spécifiquement pour remettre l'humanité au centre de la relation médicale. Et là, on voit que cette même loi est instrumentalisée pour créer une armure au point de vider l'interaction de son sens humain. Comment on justifie ça? Par la pression, tout simplement. Un système qui pardonne aucune erreur de procédure, c'est un instinct de conservation. Mais le vrai problème, comme le souligne l'étude, c'est que la procédure remplace la relation. La fameuse case est cochée. Voilà, le dossier est blindé. Mais le patient, en tant qu'être humain avec des émotions, il disparaît. Le consentement devient une protection pour le fort, le soignant, au lieu d'être une garantie pour le vulnérable. C'est terrifiant. Mais bon, très compréhensible vu la pression légale.
Et malheureusement, cette perte de sens nous amène directement à ce que l'étude identifie comme la véritable zone de danger. C'est là que la sensibilisation devient une urgence absolue. Oui, on entre dans la 4e représentation INU, le consentement implicite. La présomption totale. C'est ça. L'idée super répandue chez certains que le contexte justifie l'action. Un participant explique très sérieusement que le consentement est facile à obtenir car, je le cite, « s'ils passent la porte du cabinet, déjà ils sont consentants ». Attends une seconde. Franchir la porte d'un cabinet, c'est pas un chèque en blanc. Et un autre va encore plus loin en affirmant que de toute façon, je cite encore, « les gens ne sont jamais contre un massage ». C'est fou d'entendre ça. Si on prend une analogie de la vie courante, c'est comme si on considérait que parce qu'une personne franchit la porte d'un restaurant et s'assoit, le chef a le droit de lui faire avaler de force tout ce qu'il a décidé de cuisiner, sans même lui montrer le menu. L'image est excellente. Traverser une salle d'attente parce qu'on souffre atrocement du dos, ça n'équivaut absolument pas à dire « faites ce que vous voulez de mon corps ». Cela soulève une question importante sur les biais cognitifs des soignants. Pourquoi font-ils cette déduction qui est complètement erronée? Souvent, c'est parce qu'ils interprètent le silence ou la passivité sur la table d'examen comme un accord. Alors que ce silence, il s'explique par des mécanismes psychologiques écrasants. Exactement. C'est le fameux syndrome de la blouse blanche. La symétrie de pouvoir dans cette pièce est immense. Le soignant est habillé en pro, il est sur son territoire, il a le savoir médical et surtout, il a la promesse d'enlever la douleur. Et le patient, lui, il est en sous-vêtements, il est vulnérable, souvent allongé en contrebas, et il n'y connaît rien à l'anatomie. Dans cette position, l'incapacité psychologique de dire non, arrêtez ou ça me gêne, elle est paralysante pour beaucoup de gens. Le silence, c'est donc absolument pas un oui, c'est de la sidération. Déduire un accord légitime d'un simple comportement taciturne, c'est super dangereux. Ça protège pas le patient des abus, et juridiquement, l'absence de refus explicite devant un juge, ça vaut 0. C'est clair, c'est une pure illusion de sécurité pour le praticien. Et l'étude montre que cette asymétrie de pouvoir, elle peut être exploitée de manière encore plus active. Et ça, c'est la 5e et dernière représentation en œuvre, la coercition et la manipulation. Là, l'étude devient franchement alarmante. On parle plus de passivité, on parle de contournement actif des limites du patient. Les chercheurs rapportent l'utilisation de ce qu'un kiné appelle lui-même, très tranquillement, des techniques commerciales. Ouais, ou des petits biais. Il s'agit d'utiliser des outils de communication interpersonnelle pour forcer l'acceptation de la manipulation. Concrètement, ça ressemble à quoi? Par exemple, appeler le patient par son prénom d'emblée. Ou imposer le tutoiement immédiatement dès les premières secondes de la rencontre. Faisons une pause sur ce mécanisme précis, parce que c'est d'une perversité redoutable. Pourquoi le tutoiement fonctionne comme un hack de notre consentement? C'est de la psychologie sociale hyper basique. En utilisant des codes d'intimité sociale, comme le tutoiement, le praticien court-circuite les mécanismes de défense du patient. Le cerveau est brouillé, on lui impose un cadre de camaraderie, de faux potes, tu vois. Ouais, on fait genre on est amis. Exactement. Or, il est socialement beaucoup plus coûteux de dire non ou de poser une limite stricte à quelqu'un qui se comporte comme ton pote qu'à un docteur très formel. Le patient se sent piégé par cette fausse familiarité, il perd sa capacité à mettre des barrières. Et le soignant s'engouffre dans cette faille. Mais le pire, c'est quand ces barrières essaient quand même d'exister. L'étude cite le cas d'une kiné face à une patiente qui veut fixer une limite corporelle très claire. Elle lui dit simplement « Je garde ma culotte ». Une demande tout à fait légitime. Et la réaction intérieure de la professionnelle, c'est un agacement profond. Elle avoue penser « Enfin, comment tu veux que je travaille, quoi ?» Mais c'est d'une arrogance absolue, on est d'accord? C'est l'illustration parfaite du soignant technicien. Celui qui place l'efficacité biomécanique bien au-dessus de l'intégrité psychique de la personne. Le protocole avant la pudeur. C'est ça. Le patient devient un objet de soin, une mécanique à réparer qu'il faut gérer, voire contraindre si elle coopère pas comme on veut. Et c'est exactement dans ce genre de faille éthique que se crée le terreau des violences médicales. On part d'une loi magnifique en 2002 pour arriver à des stratégies dignes de vendeurs de bagnoles pour faire accepter à quelqu'un qu'on va manipuler son intimité. C'est lourd, quand même. Face à ce constat ultra pragmatique, comment la profession peut-elle se réinventer? Les auteurs sont très clairs sur les solutions. Elles reposent sur 2 axes. Le premier, c'est d'arrêter de voir le consentement comme un événement unique, genre le premier jour. Ça doit être un processus dynamique, un vrai dialogue. Et l'étude suggère de s'inspirer du Canada.
Que fait le Canada de si différent sur ce sujet? Le Collège des médecins au Canada a créé un guide extrêmement précis. C'est pas juste de la philosophie, c'est un vrai manuel pratique avec des repères très concrets. Du genre, que faire au milieu de la séance? Exactement. Comment réévaluer l'accord pendant qu'on masse? Comment lire le langage corporel? Comment demander si la pression est correcte? Et comment reformuler si l'objectif change en cours de route? Les chercheurs français disent qu'il y a urgence à co-construire un guide équivalent pour les kinés ici. Des outils pratiques pour alléger la charge mentale des soignants, c'est indispensable. Et j'imagine que le deuxième axe, c'est la formation. Totalement. Ce travail de fond, il peut pas se faire sur le tas, au gré des plaintes. La déconstruction du syndrome de la blouse blanche, l'éthique, ça doit être intégré massivement dans la formation initiale. Dès la première année, au même niveau que l'anatomie. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire si on rassemble toutes les pièces de cette étude? On réalise que le consentement en kinésithérapie, c'est une mécanique fragile. Parfois, c'est l'expression sublime du respect, parfois, c'est un outil ingénieux pour apaiser. Parfois un bouclier juridique pour des soignants terrorisés par la loi. Ouais. Et parfois, malheureusement, une présomption hyper dangereuse ou un accord extorqué par de la fausse familiarité. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'excellence dans le soin, c'est pas juste de maîtriser un geste technique. C'est de garantir à chaque seconde que l'autre est pleinement d'accord pour que nos mains se posent sur lui. Et le silence sera jamais une réponse suffisante. Ça demande une vraie remise en question. Mais ça m'amène à une réflexion plus vaste, pour terminer, qui dépasse complètement le cabinet médical. Je t'écoute. Si des pros hyper formés, encadrés par la loi et la déontologie ont autant de mal à définir et respecter uniformément le consentement, comment cette même négociation silencieuse se joue-t-elle dans nos vies tous les jours? Ah oui, dans la sphère privée. Exactement. Comment le consentement est présumé, hacké ou bafoué dans nos interactions sociales, au travail avec des amis. Là où il n'y a pas de blouse blanche, pas de loi Kouchner et aucun guide canadien pour nous dire quoi faire. C'est une réflexion fascinante à garder en tête la prochaine fois qu'une limite invisible se dessine dans une de nos relations.